Vous pourriez croire que nos télescopes sophistiqués nous offrent une vision complète de la Lune, mais il n'en est rien. Au pôle sud de notre satellite se trouvent d'immenses cratères que la lumière n'a pas touchés depuis des lustres. Ils demeurent plongés dans une obscurité totale, plus glaciale que Pluton, et pratiquement insondable. Pourtant, il nous faudra peut-être affronter ces ténèbres, si nous souhaitons explorer l'espace, car elles dissimulent des ressources essentielles au maintien de la vie et au voyage lointain. Oui, il s'agit bien d'eau, emprisonnée sous forme de minuscules cristaux dans le sol lunaire. Or, la présence d'eau dans l'espace constitue toujours une bonne nouvelle. Vous avez sans doute entendu que les chercheurs traquaient aussi cette substance sur Mars. Si la planète rouge abritait quelques réserves d'eau sous sa surface, l'hypothèse d'une vie passée deviendrait réellement plausible. Même la découverte de simples microbes représenterait une avancée majeure pour l'humanité. Voilà pourquoi les astromobiles inspectent les cratères martiens et forannent le terrain avec la minutie de jardiniers spatiaux chevronnés. Aussi remarquable que puisse être la présence d'eau sur Mars, celle présente sur la Lune pourrait nous être encore plus utile à court terme. La raison en est double, la distance et la faible gravité de notre satellite. Nous pouvons l'atteindre en 3 jours, ce qui est dérisoire. Il faut pas moins de 7 jours pour rejoindre New York depuis Londres en croisière. Mais surtout, la Lune offrirait un véritable relais. Un lieu où faire halte, se ravitailler et repartir afin de poursuivre nos explorations. La gravité lunaire ne représente qu'un 1/6 de celle de la Terre. Et cela ne sert pas seulement à se divertir en bondissant comme un cabri. Cette différence implique que le lancement de fusées depuis notre satellite serait bien moins exigeant que depuis la Terre, où il faut brûler des quantités colossales de carburant simplement pour s'arracher à l'atmosphère. Songez par exemple à Saturne V, la fusée qui transporta les équipages des missions Apollo. Elle était composée à plus de 90% de carburant, rien que pour quitter le sol. Sur la Lune, cependant, la mise à feu d'une fusée est nettement plus simple, ce qui permettrait d'emporter de plus grandes charges tout en consommant moins de carburant, comme si vous pouviez partir en voyage avec une valise bien plus grande. Si nous parvenions à exploiter la glace lunaire pour fabriquer un combustible spatial, notre satellite deviendrait une escale pratique et abordable pour l'exploration du système solaire. En outre, grâce à quelques procédés chimiques élémentaires, il serait possible d'extraire de l'oxygène de l'eau pour respirer ou alimenter nos moteurs, sans oublier que les astronautes auraient besoin d'eau pour boire et cultiver des plantes sur une base lunaire. Que savons-nous donc des découvertes récentes ? Durant longtemps, les scientifiques pensaient la Lune totalement aride. Mais en 2009, la NASA fit s'écraser une fusée dans un cratère, provoquant une gerbe de glace et de vapeur, presque un feu d'artifice, qui confirma enfin la présence d'une certaine quantité d'eau. Mais laquelle ? Apparemment, assez pour compter. Les données indiquent que les régions polaires pourraient receler des centaines de millions de tonnes de glace, certaines estimations avançant environ 590 millions de tonnes, soit l'équivalent du poids de 460 millions de voitures. Ce ne sont pas des lacs, certes, mais cela demeure considérable, et il pourrait même y en avoir davantage. Cette eau pourrait également aider à révéler d'intrigants secrets scientifiques. Cette glace est très ancienne, et agit comme une capsule temporelle issue des premiers instants du système solaire. L'analyse de ces molécules figées pourrait nous éclairer non seulement sur la manière dont l'eau a atteint la Lune, mais aussi sur son apparition sur Terre. Mais alors, que fait toute cette eau sur la Lune, et comment y est-elle parvenue ? Les chercheurs estiment qu'une partie aurait voyagé sur des comètes et des astéroïdes il y a des milliards d'années. Nombre de ces corps transportant de la glace qui se seraient finalement déposés dans les régions polaires. Une autre source possible réside dans l'interaction du vent solaire avec la surface lunaire. Quelles que soient ses origines, l'essentiel tient à l'endroit où cette glace s'est accumulée, au cœur des cratères polaires. Et même si l'on en retrouve ailleurs que dans ceux du pôle sud, c'est là que se trouveraient les réserves les plus vastes et les plus stables. Certains de ces cratères sont immenses. L'un des plus connus, le cratère Shackleton, excède 21 km de large et atteint plus de 3 km de profondeur, une échelle presque 2 fois supérieure à celle du Grand Canyon. La Lune n'incline son axe que d'environ 1 degré, si bien que le Soleil ne franchit jamais les rebords de ces profondes cuvettes polaires. Les températures y chutent jusqu'à près de moins 240 degrés Celsius. Toute eau ou substance chimique prise dans ce sol gelé demeure ainsi emprisonnée, comme dans un gigantesque congélateur. Ce qui intrigue particulièrement, c'est qu'au pôle sud coexistent des zones plongées dans une nuit éternelle, et, tout près,
des crêtes montagneuses baignées d'une lumière presque continue, que les chercheurs nomment les pics de lumière éternelle. Elle constitua des emplacements parfaits pour installer des panneaux solaires, tout en restant à proximité des réserves de glace enfouies. Les pôles lunaires sont les seuls lieux connus du système solaire où le jour perpétuel et la nuit sans fin se rencontrent. Mais cette nuit éternelle n'est pas seulement captivante, elle s'avère redoutablement dangereuse. Le terrain y est impitoyable, impossible à reproduire fidèlement sur Terre, et nous ignorons même l'aspect réel de ces lieux depuis l'intérieur. C'est pire que d'explorer l'extrême nord de l'Antarctique en ayant les yeux bandés. Dès lors, cette eau potentielle est-elle réellement accessible? C'est la question à plusieurs milliers de milliards de dollars. Certes, de l'eau existe, mais l'atteindre ne reviendra pas à prélever une simple portion de glace. Il s'agit en réalité de cristaux minuscules, mêlés à la poussière lunaire. Et pour les exploiter, il faudrait des machines capables de creuser, de chauffer le sol, puis de capturer la vapeur avant qu'elle ne s'échappe dans le vide spatial. S'ajoute ensuite le gel extrême. Même si un humain ou un rover parvenait à descendre sans danger au fond d'un cratère, la progression y serait presque impossible. Les batteries comme les instruments céderaient rapidement, et l'usage de panneaux solaires ou d'équipements électroniques est exclu. Ils gèleraient en quelques minutes. Toutefois, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA recourt à divers radars et capteurs pour sonder la structure interne de ces cratères, et un outil encore plus performant est désormais disponible. ShadowCam, une caméra d'une sensibilité telle qu'elle saisit des détails dans une luminosité 100 fois plus faible que ce que l'œil humain peut percevoir. Un véritable dispositif ultime de vision nocturne. Grâce à elle, nous pouvons enfin cartographier ces gouffres, sans y poser le pied. C'est pourquoi les ingénieurs imaginent toute une gamme de solutions. Certains projets envisagent des rovers alimentés par l'énergie nucléaire, dotés de phares capables de percer l'obscurité. D'autres conçoivent des robots qui descendraient les parois en rappel ou bondiraient sur le sol, à la manière des chasses sauteuses. Il existe même des concepts de foreuses, aptes à liquéfier le sol gelé et à piéger la vapeur d'eau, comme la condensation qui se forme sur une canette glacée. Le point positif, c'est que cette eau ne risque pas de disparaître. Elle restera en attente jusqu'à ce que notre technologie progresse. Cela dit, les agences spatiales avancent déjà à grands pas. Plus d'une demi-douzaine de missions sont d'ailleurs prévues dans les prochaines années. Le programme Artemis de la NASA se prépare à renvoyer des astronautes autour de la Lune avant de les acheminer jusqu'au pôle Sud. La mission chinoise Chang'e 7 projette d'examiner ces cratères obscurs, tandis que des entreprises privées comme Firefly et Blue Origin s'organisent pour acheminer du matériel et mener diverses expériences. Voici maintenant un fait supplémentaire, moins connu mais tout à fait remarquable. La Lune dégage une odeur. Lorsque les astronautes d'Apollo ont rapporté de la poussière lunaire dans leur module, celle-ci a réagi avec l'oxygène de l'habitacle et a émis une fragrance très prononcée. Ils la comparaient à celle de la poudre à canon ou de feux d'artifice. Cette poussière n'a pourtant rien de commun avec la poudre noire, mais ces particules, restées des milliards d'années dans l'espace, se sont révélées extrêmement réactives, dégageant aussitôt ce parfum fumé. Les futurs explorateurs le remarqueront eux aussi, car cette poussière adhère à pratiquement tout. Espérons qu'en plus du reste, les scientifiques mettront au point des systèmes de purification de l'air pour les bases lunaires. Il se passe quelque chose à l'intérieur de la Lune, quelque chose que personne n'avait réellement envisagé. Ce n'est pas un bouleversement visible de l'extérieur, mais en profondeur, là où tout semblait figé, les chercheurs ont mis au jour une couche insoupçonnée de ce que l'on pourrait qualifier de gelée lunaire. Vous souvenez-vous de vos leçons sur la croûte, le manteau et le noyau? À l'image de la Terre, la Lune possède aussi des couches, une croûte, un manteau et un noyau. Toutefois, celui de la Lune est bien plus réduit que le nôtre. Le noyau terrestre est gigantesque. Il représente près d'un tiers de la masse totale de notre planète. Celui de la Lune n'en constitue qu'1 à 2%, et son diamètre n'atteint qu'environ 1/5 de celui de la Lune elle-même. Il est entouré d'un manteau rocheux et rigide. Mais, entre ces deux couches, se dissimule cette mystérieuse couche gélatineuse, bien plus déterminante qu'on ne l'imaginerait. Cette couche est molle et partiellement en fusion, ondulant et se déformant comme les marées de nos océans. Elle s'élève et retombe, s'étire et se déplace comme si elle possédait une vie propre. Son mouvement n'est pas chaotique, mais subtil et régulier. Nous savions depuis longtemps que la Lune influence nos mers et nos océans en provoquant les marées grâce à sa gravité.
mais il s'avère que nous l'influençons aussi en retour. Cet océan gélatineux réagit à la danse gravitationnelle entre la Terre et le Soleil. De plus, cette couche en fusion pourrait être constituée d'ilménite, un minéral particulièrement fascinant. L'ilménite est riche en titane, un métal léger et robuste que nous prisons énormément sur Terre. Le titane intervient partout, des pièces d'avion et des engins spatiaux aux appareils médicaux, jusqu'aux objets du quotidien comme les vélos et les ordinateurs portables, grâce à sa résistance remarquable à la chaleur et à la corrosion. Si la Lune possédait une couche riche en ilménite, ce serait extraordinaire. Les astronomes envisagent déjà l'installation de bases lunaires et si nous pouvions disposer sur place d'un matériau pour édifier des structures, des vaisseaux spatiaux ou même fabriquer les outils des astronautes, cela changerait la donne. Autrement, il faudrait acheminer tous ces matériaux depuis la Terre, ce qui coûterait extrêmement cher. C'est notre premier signe concret que la Lune n'est pas simplement un rocher froid et monotone. Elle se révèle au contraire dynamique, presque vivante, animée par des forces en mouvement sous sa surface. La NASA a employé des outils particulièrement avancés pour parvenir à cette découverte. Le Gravity Recovery and Interior Laboratory, ainsi que le Lunar Reconnaissance Orbiter. Ces missions spatiales sont conçues pour étudier la Lune, mais elles ne se contentent pas d'en observer la surface comme un simple télescope. Elles mesurent des phénomènes invisibles à l'œil nu, tels que la gravité lunaire et ses variations au fil du temps. Grail a envoyé 2 petits engins spatiaux autour de la Lune, baptisés Ebb et Flow, un choix fort astucieux. L'objectif était qu'ils volent très près l'un de l'autre, afin de mesurer les infimes différences de gravité au cours de leur trajet, comme s'ils percevaient l'attraction invisible de la Lune à divers endroits. Lorsque la gravité était plus forte, ils se rapprochaient, et lorsqu'elle était plus faible, ils s'écartaient. Ces données permettent aux chercheurs de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Lune, même sans pouvoir s'y rendre physiquement. Et, pour clore la mission, les engins spatiaux ont été délibérément précipités sur la surface lunaire en décembre 2012. Le Lunar Reconnaissance Orbiter diffère légèrement. Il saisit des images extrêmement détaillées de la Lune et recueille de précieuses informations sur sa surface. En réunissant les données de Grail et du LRO, il a été possible d'identifier cette mystérieuse couche gélatineuse. Mais cette découverte bouscule tout ce que nous pensions savoir sur la géologie lunaire. Comment cette couche en fusion est-elle apparue? Depuis quand existe-t-elle? Et, plus fascinant encore, comment a-t-elle pu rester chaude durant des millions d'années? Voilà des questions qui valent véritablement des millions. Le noyau de la Lune produit de la chaleur, tout comme celui de la Terre. Mais il ne suffit pas de dire que la chaleur du noyau la maintient probablement en fusion. D'abord, le noyau lunaire est bien plus petit et bien moins actif que celui de la Terre, ce qui signifie qu'il génère beaucoup moins de chaleur. Ensuite, la Lune est globalement bien plus froide que notre planète, en parlant strictement de température. Avec une surface pouvant descendre jusqu'à 130 degrés, comment cette couche interne pourrait-elle demeurer dans cet état fluide? Cela demeure un mystère. Quoi qu'il en soit, cette substance visqueuse pourrait expliquer bien des phénomènes. Par exemple, les astronomes étudiaient l'origine des séismes lunaires. Ils pensent désormais que ces secousses pourraient être provoquées par cette couche semi-fondue qui se déforme et se déplace sous la surface. Au-delà de la Lune elle-même, cette découverte nous éclaire aussi sur d'autres corps célestes. Si la Lune, que l'on croyait n'être qu'un immense rocher immobile, possède une vie interne aussi dynamique, qu'en est-il des autres planètes, lunes ou astéroïdes? Pourraient-ils eux aussi dissimuler de tels mouvements secrets? Elles nous aident même à mieux comprendre notre propre planète, notamment le fonctionnement des marées et d'autres phénomènes similaires. Les découvertes réalisées sur la Lune sont déjà remarquables. Récemment, d'immenses cavités ont été mises au jour sous sa surface, restées cachées pendant des millions d'années. Depuis plus d'un demi-siècle, les scientifiques soupçonnaient l'existence de tunnels et de grottes souterraines, appelées tubes de lave, car ils se sont formés à partir d'écoulements de lave. Et oui, logique. Il y a des millions d'années, la Lune était particulièrement instable. Elle a connu une activité volcanique notable, entraînant de violentes éruptions. Et lorsqu'un volcan entrait en éruption, la lave s'écoulait à la surface. À mesure que la couche extérieure de la lave se refroidissait et durcissait, elle formait un toit solide de matière sombre. C'est en réalité ce que sont les fameuses taches sombres de la Lune, des restes de lave ancienne. Mais la lave brûlante continue de circuler au centre. Une fois l'éruption achevée et la lave entièrement évacuée, il ne reste qu'un tunnel vide et creux, d'où l'appellation de tube de lave. Sur Terre, on peut en observer à Hawaï ou en Islande, où l'activité volcanique a créé des tunnels souterrains similaires. Le même phénomène s'est produit sur la Lune il y a des milliards d'années, bien que ces tubes soient nés bien plus impressionnants que les nôtres.
En réalité, on pense aujourd'hui que les tubes de lave lunaire comptent parmi les plus vastes et les plus longs de tout le système solaire. L'une de ces cavités a été découverte sous la célèbre mare Tranquillitatis, la même où Apollo 11 s'est posé pour la première fois. Elle descend à une profondeur de près de 100 mètres. Et tous ces réseaux de grottes sont restés dissimulés juste sous la surface, intacts, pendant des millions d'années. Ce n'est que récemment que leur existence a enfin pu être démontrée. Des scientifiques de l'université de Trente, en Italie, les ont identifiés grâce à une technologie radar spécifique et à des méthodes informatiques avancées. Ces techniques permettent de voir sous la surface au moyen d'ondes radar qui rebondissent et révèlent des indices sur ce qui se cache en dessous. En analysant la manière dont ces ondes étaient réfléchies, les chercheurs ont pu déterminer la forme et la taille de ces grottes dissimulées. L'aspect le plus remarquable est que nous pourrions y installer nos futures bases lunaires. Ces grottes offrent une protection naturelle contre les radiations, les vents violents et les météorites. La NASA a même trouvé des indices montrant que certaines d'entre elles maintiennent une température stable d'environ 17 degrés, ce qui constitue un confort presque inimaginable pour la Lune. Et en plus, il pourrait même y subsister de l'eau. Les humains pourraient donc s'abriter dans ces tunnels et y édifier de véritables colonies. Et je devine votre pensée. Ces grottes pourraient-elles dissimuler d'étranges monstres lunaires? Certes, elles offrent un formidable potentiel d'exploration et la possibilité de découvertes fascinantes. Mais, même si nous y trouvions une petite forme de vie ou quelques organismes microbiens, il y a environ 99% de chances qu'aucun véritable monstre n'existe là-dessous. De telles conditions rendraient son développement pratiquement impossible. Cela ferait toutefois un excellent film d'horreur. Les chercheurs souhaitent d'abord envoyer des robots ou des drones afin d'explorer ces tunnels et vérifier qu'ils soient suffisamment sûrs pour l'homme. Et les États-Unis ne sont pas seuls dans cette entreprise. La Chine étudie elle aussi la possibilité d'exploiter ces grottes lunaires pour y établir de futures bases. Preuve que la course à l'exploration et à l'implantation lunaire. Voici un cratère typique sur la Lune. Il est là parce qu'autrefois, un astéroïde s'y est écrasé. En effet, un cratère lunaire se forme lorsqu'un astéroïde, un météoroïde ou une comète percute la surface lunaire. Et comme vous pouvez le constater, cela s'est produit très souvent. Pourtant, l'un de ces cratères s'est formé d'une manière très différente. Alors, comment est-il apparu? Revenons brièvement en arrière. Une hypothèse largement admise avance que la Lune elle-même résulte d'une collision, à l'image de ces cratères, mais d'une ampleur sans commune mesure. Cet événement remonte à environ 4,46 milliards d'années, lorsqu'une planète massive, de la taille de Mars et baptisée Theia, est entrée en collision avec la Terre. L'impact a projeté d'importants débris en orbite, lesquels se sont progressivement agglomérés pour former la Lune. Durant un certain temps, celle-ci n'était qu'une immense masse de lave. Or, du fait de sa proximité avec la Terre, la gravité terrestre la comprimait continuellement, accentuant encore sa chaleur. Finalement, la Lune s'est éloignée, s'est refroidie et a développé une croûte rocheuse. Poursuivons. Il y a environ 4,3 milliards d'années, un astéroïde de la taille d'un petit pays, comparable au Népal, bien plus grand que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures, a percuté la face cachée de la Lune. Il a créé un immense cratère appelé le bassin pôle Sud-Aitken. Celui-ci atteint jusqu'à 8 km de profondeur et environ 2500 km de largeur. À titre de comparaison, cela correspond à peu près à la distance entre New York et Dallas, avec une profondeur suffisante pour engloutir le mont Everest. Les scientifiques pensent ainsi que cet impact a pu extraire et disperser des matériaux anciens, issus des profondeurs lunaires, un mélange nommé CRIP, regroupant le potassium, les éléments de terre rares et le phosphore. Il s'agit d'une véritable capsule chimique, datant de l'époque où la Lune était encore un océan de lave. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette région pourrait s'avérer encore plus intéressante d'un point de vue scientifique. Jusqu'à récemment, les chercheurs pensaient que l'astéroïde était arrivé par le sud, frappant en remontant et dispersant des matériaux radioactifs, ce fameux CRAPE, autour du bord nord du cratère. Cependant, des analyses plus approfondies ont révélé que l'impact provenait en réalité du nord, ce qui implique que ces matériaux précieux se sont concentrés sur le rebord sud. Or, la mission Artemis 3 de la NASA cible précisément cette région méridionale. Les chercheurs ont commencé à douter de l'ancienne théorie de l'impact venant du sud, en comparant ce cratère lunaire à d'autres du système solaire, notamment Hellas Planitia sur Mars et la plaine Spoutnik sur Pluton. Observez-les. Tous trois présentent une forme singulière de larme, ou d'avocat, large d'un côté et effilé de l'autre. Or,
Cette extrémité pointue indique généralement la direction d'arrivée de l'astéroïde. Dans le cas du bassin pôle sud-Aitken, cela montre que l'impact était venu du nord et non du sud. Pour le confirmer, les chercheurs ont examiné d'anciennes données issues de la mission Lunar Prospector de la NASA, qui a orbité autour de la Lune entre 1998 et 1999. Cette sonde a mesuré la présence d'éléments radioactifs à la surface et mis en évidence de fortes concentrations de thorium, un composant essentiel du CRIP, le long du rebord sud-ouest du bassin. La mission Artemis 3 constitue aujourd'hui le grand projet de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Si le calendrier est respecté, le lancement est prévu pour la mi-2027, juste après l'achèvement d'Artemis 2. Cette dernière, attendue avant avril 2026, servira de répétition générale. Les astronautes orbiteront autour de la Lune, sans atterrir, afin de vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Artemis 3 marquera la véritable étape décisive, avec un alunissage prévu près du pôle Sud, sur l'un des 9 sites sélectionnés par l'agence spatiale. Toutefois, le calendrier demeure incertain, les missions Artemis 2 et 3 ayant déjà connu plusieurs retards. Artemis Pepram a été lancé en 2022. Il s'agissait d'un vol d'essai sans équipage qui a contourné la Lune avant de revenir sans encombre. La mission suivante, Artemis 2, emmènera des astronautes plus loin dans l'espace. Viendra ensuite Artemis 3, étape majeure au cours de laquelle les astronautes devraient séjourner environ une semaine à la surface lunaire afin de mener des travaux scientifiques, avant de regagner la Terre. Par la suite, Artemis 4 et V auront pour objectif de construire puis d'agrandir une nouvelle mini-station spatiale en orbite lunaire, baptisée Gateway. Il s'agit d'une sorte de halte orbitale. Les astronautes pourront s'y amarrer, y séjourner brièvement, mener des expériences et se préparer aux alunissages. La NASA développe ce projet avec le concours de l'Agence spatiale européenne, du Japon et d'autres partenaires. Les astronautes voyageront à bord du vaisseau Orion, lancé par le Space Launch System de la NASA, une fusée gigantesque, plus haute que la Statue de la Liberté, et suffisamment puissante pour atteindre la Lune. Pour l'alunissage, ils emploieront le Starship HLS. L'atterrisseur de SpaceX devrait acheminer les premiers équipages jusqu'à la surface lunaire, une fois sa capacité à atterrir en toute sécurité démontrée. À long terme, la NASA ne compte pas s'arrêter là. L'objectif est de la Lune jusqu'à Mars. Les enseignements d'Artemis pourraient ainsi permettre d'établir une base lunaire, puis d'envoyer des humains vers la planète rouge. Et qui sait, lorsque des humains fouleront de nouveau la Lune, peut-être parviendront-ils à élucider un autre mystère. Des lueurs, éclats ou faisceaux lumineux qui illuminent parfois notre satellite. Approfondissons cette énigme. Dans la nuit du 19 avril 1787, l'astronome William Herschel observa un phénomène étrange. Une lumière brillante apparaissant sur la partie sombre de la nouvelle Lune. Elle resta visible pendant plusieurs heures et rivalisait presque avec l'éclat de la nébuleuse d'Orion. Il s'agissait probablement de ce que l'on nomme aujourd'hui des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT, c'est-à-dire de brefs éclairs ou changements de couleur à la surface de la Lune. Les PLT peuvent se manifester sous forme de zones lumineuses, de taches rouges ou violettes, voire de nuages diffus, apparaissant puis disparaissant rapidement. Au cours des 2 derniers millénaires, environ 3000 de ces manifestations ont été recensées, à l'aide de télescopes, de caméras ou simplement à l'œil nu. Que se passe-t-il réellement? Il n'existe pas de réponse unique. De nombreux phénomènes peuvent provoquer des PLT, allant des impacts de météores au dégagement de gaz, voire à des activités électriques. La durée de ces éclairs, variant d'une fraction de seconde à plusieurs heures, fournit aux scientifiques des indices précieux sur l'origine de chaque manifestation lumineuse. Ces éclats extrêmement brefs, durant moins d'1 minute, sont très probablement dus à l'impact de minuscules roches spatiales sur la Lune. Même un météoroïde du poids d'une boule de billard peut frapper la surface lunaire avec une force suffisante pour la faire brièvement briller. La chaleur dégagée par l'impact illumine alors les roches, avant que cette lueur ne disparaisse lors de leur refroidissement. Longtemps, les chercheurs ont soupçonné que ces éclairs provenaient d'impacts de météores, sans pouvoir le démontrer. Il a fallu attendre les années 1990, lorsque les caméras à haute vitesse sont devenues courantes en recherche lunaire, pour envisager une preuve. Même alors, la confirmation restait délicate, car ces éclairs pouvaient résulter de défauts de caméra ou de parasites électriques. La seule méthode fiable consistait à observer simultanément le même phénomène depuis plusieurs sites. Cela s'est produit pour la première fois lors de la pluie de météores des Léonides en 1999,
lorsque de véritables éclairs d'impact ont été enregistrés sur la Lune. Par la suite, d'autres observations ont confirmé que notre satellite est fréquemment bombardé. Si ces éclairs semblent se concentrer dans certaines régions, comme l'Oceanus Procellarum, l'une des vastes plaines sombres lunaires, cela s'explique probablement par la localisation des instruments d'observation. Une étude publiée en 2024 a montré que les météoroïdes frappent en réalité la Lune de manière uniforme. Les éclairs durant plusieurs minutes semblent, en revanche, avoir une origine différente. Des dégagements de gaz provenant de l'intérieur même de la Lune. Des études menées en 2008 et 2009 ont montré que lorsque des gaz, tels que le radon, s'accumulent sous la surface lunaire, ils peuvent s'échapper brutalement. Quand ce gaz radioactif est libéré puis se désintègre, il émet une faible lueur observable depuis la Terre. Fait notable, ces zones lumineuses coïncident souvent avec des régions où des concentrations élevées de radon ont déjà été mesurées. Il existe enfin des phénomènes lumineux de longue durée, persistants durant des heures, semblables à la lueur observée par William Herschel en 1787. Une étude de 2012 a suggéré qu'il pourrait être lié au vent solaire, un flux de particules chargées émis par le Soleil. Lorsque ce vent frappe la poussière lunaire, il peut électriser les particules et les projeter au-dessus de la surface, formant d'immenses nuages de poussière, atteignant jusqu'à 100 km de hauteur. Ces nuages en suspension pourraient dévier ou réfléchir la lumière d'étoiles ou de planètes proches, donnant l'illusion que la Lune elle-même brille. Espérons que les missions Artemis apporteront des réponses lorsque l'exploration commencera. Oh, comme j'ai hâte. La Lune pourrait cacher des milliards de dollars en matériaux sous sa surface poussiéreuse. Et la NASA est sur le point d'en obtenir une partie. Leur nouvelle technologie de forage lunaire vient de réussir son premier grand test, et ils pourraient, grâce à cela, avoir franchi une toute nouvelle frontière, l'exploitation minière spatiale. Ce n'est pas seulement une avancée scientifique, ça pourrait changer l'économie américaine pour toujours. Et peut-être même remodeler la vie sur Terre. Car ils ont découvert quelque chose de rare dans le sol lunaire, quelque chose qui pourrait devenir essentiel pour nous à l'avenir, de l'hélium-3. Bon, alors, vous connaissez l'hélium, n'est-ce pas? C'est le gaz qui fait flotter les ballons d'anniversaire. L'hélium-3, c'est autre chose. C'est un isotope spécial de l'hélium, ce qui signifie essentiellement qu'il a le même nombre de protons. 2, soit dit en passant, mais un nombre différent de neutrons. En langage chimique, cela signifie que c'est rare, genre super rare. Pourquoi est-ce important? La Terre avait autrefois de l'hélium-3, en grande quantité d'ailleurs, mais lors de la formation de notre planète, cet isotope s'est en grande partie échappé dans l'espace. Il s'avère qu'il est très léger, il n'a donc pas pu rester. Cependant, nous pouvons encore en trouver ici et là, principalement à l'intérieur de notre belle boule bleue. Je veux dire, il y en a en fait des quantités piégées sous terre, de très grandes quantités, selon ce que certaines études récentes pourraient en suggérer. Mais néanmoins, le problème est que l'extraction de l'hélium-3 est coûteuse, limitée et vraiment difficile. Tellement difficile, en fait, que l'extraire sur la Lune est un jeu d'enfant en comparaison. Pour vraiment comprendre pourquoi l'extraction de l'hélium-3 dans l'espace pourrait être plus facile, nous devons rapidement comparer la Terre et la Lune. Alors, voilà le Soleil, n'est-ce pas? Cette énorme boule de feu dans le ciel éjecte en permanence des tonnes d'hélium-3. Quand cet hélium-3 atteint la Terre, le champ magnétique de notre planète agit comme un énorme bouclier invisible. En gros, il dit « non, pas ici ». Et il en dévie la plus grande partie. Mais la Lune n'a pas de gentil champ magnétique protecteur comme la Terre. Ainsi, lorsque l'hélium-3 atteint la Lune, il frappe directement sa surface et se retrouve piégé dans le régolithe lunaire. C'est la couche superficielle de poussière, de terre et de débris rocheux qui recouvre la Lune. Et il pourrait y en avoir des tonnes, littéralement. On estime qu'il y aurait même entre 1 et 3 millions de tonnes d'hélium-3 sur la Lune. Et le plus beau, c'est que presque tout ça se trouve très probablement dans la couche supérieure du sol lunaire. Ainsi, au lieu d'un forage intensif, il pourrait suffire de ramasser simplement un peu de poussière lunaire. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que récupérer de l'hélium-3 sur notre satellite naturel pourrait en réalité être beaucoup plus facile, et peut-être même moins cher, que de creuser profondément sous terre ici. Vous vous demandez probablement, pourquoi se donner tant de mal? Je veux dire, si l'hélium normal fonctionne déjà pour les ballons d'anniversaire, quel est l'intérêt d'avoir de l'hélium-3? Eh bien, pour commencer, on l'utilise déjà dans la technologie médicale avancée, comme l'imagerie par résonance magnétique et les rayons X. Mais voici ce qui changerait véritablement la donne.
l'hélium 3 pourrait réellement mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles, de façon définitive. Cet isotope rare pourrait être utilisé pour des réacteurs de fusion nucléaire avancés, ici sur Terre. En d'autres termes, il pourrait nous fournir une énergie nucléaire non seulement super efficace, mais aussi bien plus sûre. Vous voyez, la plupart des centrales nucléaires aujourd'hui fonctionnent grâce à un processus qu'on appelle la fission. Elles utilisent de l'uranium-235. Et lorsque ces atomes se scindent, vous obtenez une grande quantité d'énergie. Mais vous obtenez aussi autre chose, des déchets radioactifs. Et oui, c'est tout aussi dangereux que cela en a l'air. Mais l'hélium 3 est différent. Il pourrait alimenter les réacteurs futurs grâce à un processus qui porte le nom de fusion. Si vous mélangez de l'hélium 3 avec un type d'hydrogène appelé deutérium, vous obtiendrez là aussi beaucoup d'énergie, mais sans tous les déchets dangereux. Cela pourrait également être rentable. Disons qu'en un seul convoi en navette spatiale, on pourrait transporter environ 25 tonnes d'hélium 3. Eh bien, cela suffirait à alimenter l'ensemble des États-Unis pendant 1 an. Les scientifiques pensent qu'il y a suffisamment d'hélium 3 sur la Lune pour alimenter le monde entier pendant 10 000 ans. Ce ne sont pour l'instant que des estimations. Mais le potentiel est si enthousiasmant que la demande pour l'hélium 3 est déjà en train d'exploser, tout comme sa valeur. En 2024, certains experts ont affirmé que le marché de l'hélium 3 valait environ 670 millions de dollars. Cette année, il est prévu qu'il atteigne environ 730 millions. Et d'ici 10 ans, les spécialistes pensent qu'il pourrait avoisiner le 1,5 milliard de dollars. Désolé pour tous ces chiffres, je voulais juste vous montrer pourquoi l'exploitation minière de la Lune est importante. Cela pourrait en fait nous sauver d'une future crise énergétique en nous fournissant une source presque infinie d'énergie nucléaire propre. Tout semble parfait jusqu'à présent, mais un grand défi se pose à nous. Exploiter l'hélium 3 sur la Lune est une chose, le ramener sur Terre est une toute autre histoire. Alors, examinons une solution possible. Tout d'abord, des robots ou des machines spécialisées perceraient le sol lunaire, ou se contenteraient de ramasser de la poussière sur notre satellite pour recueillir de l'hélium 3. Ensuite, celui-ci serait conditionné dans des conteneurs, puis lancé depuis la Lune en direction de la Terre. Lorsque les conteneurs s'approcheraient de la Terre, un vaisseau appelé le Space Rapid Transit les récupérerait en orbite. C'est une sorte de camion spatial réutilisable, avec des moteurs qui peuvent même utiliser l'air pour la propulsion. Finalement, le vaisseau atterrirait dans un aéroport ici sur Terre. De là, l'hélium 3 se dirigerait directement vers les centrales électriques, nous offrant une énergie propre, sûre et presque illimitée. Vous voyez comme tout ça semble difficile, n'est-ce pas? Bien sûr, les spécialistes cherchent encore les meilleures façons de transporter tout cet hélium 3. Mais une chose est certaine, nous nous rapprochons de plus en plus de la construction d'une base minière complète sur la Lune. La NASA a récemment testé une nouvelle technologie de forage appelée Trident. Dès que cet appareil a touché la surface lunaire, il s'est immédiatement mis au travail, et il a parfaitement fonctionné. Pour l'instant, son objectif principal est de ramener de la Terre à la surface afin que les scientifiques puissent l'étudier. Ils veulent en savoir plus sur la résistance du régolithe lunaire et comment il réagit au forage. C'est une étape passionnante vers l'exploitation minière extraterrestre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'hélium 3. Beaucoup d'autres choses précieuses peuvent être extraites de la Lune. Par exemple, il y a de la glace d'eau à sa surface, et à partir d'elle, nous pourrions extraire de l'oxygène et de l'hydrogène. Ensuite, il pourrait y avoir des métaux rares et coûteux comme le platine, le rhodium et l'iridium. Nous pourrions même extraire du fer, du silicium et de l'aluminium. Parfait pour construire des objets directement en orbite, comme de futures stations spatiales ou d'autres infrastructures. Maintenant que vous savez à quel point l'exploitation minière de la Lune pourrait être importante, vous vous demandez probablement, est-ce que tout cela est autorisé? Je veux dire, qui possède réellement la Lune? La réponse courte, personne. Même si la NASA s'y trouve pour faire des recherches, cela ne signifie pas que les États-Unis possèdent la Lune. En 1967, certaines nations ont signé le Traité de l'espace. Il stipule essentiellement que personne ne peut revendiquer la propriété de notre satellite naturel ou de tout autre corps céleste. Ni d'un astéroïde, ni d'une planète, ni même d'une roche flottant au hasard. Donc, si un pays veut explorer la Lune, bien sûr, il peut le faire. Mais il ne peut pas y planter son drapeau et déclarer « c'est à nous maintenant ». Là où les choses deviennent compliquées, c'est au niveau des entreprises. Il n'y a pas vraiment d'accord sur ce que les entreprises privées peuvent ou ne peuvent pas faire là-bas. Par exemple, une entreprise privée installe une base lunaire. Elle pose un vaisseau spatial, construit une petite station,
et commencent même à creuser. La base elle-même leur appartient, certes, mais le terrain sur lequel elle est installée ne leur appartient pas. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que le traité ne précise pas vraiment ce qu'il advient des matériaux qu'ils extraient. Personne ne sait si ces ressources leur appartiendraient. Et si les matériaux n'appartiennent pas techniquement, sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune ? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions ? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversèrent des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur, d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se serait progressivement agrégée pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée ? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement, ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant,
L'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires. Ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes... Les volcans lunaires ne sont pas en sommeil et pourraient entrer en éruption à tout moment. Pendant des années, cette possibilité est restée ignorée. Mais la mission chinoise Chang'e 5 a apporté une révélation stupéfiante.
Les échantillons de sol lunaire ramenés sur Terre contiennent un élément totalement inattendu, suggérant que des éruptions volcaniques se seraient produites sur la Lune il y a seulement 123 millions d'années. D'un point de vue géologique, cela équivaut à « hier », mais une question majeure se pose. Cette activité représente-t-elle un danger pour nous sur Terre? Nous savons depuis longtemps que la Lune a été le théâtre d'une intense activité volcanique, comme en témoignent les vastes régions sombres de sa surface, appelées mers lunaires. Ces plaines obscures, qui marquent le visage de la Lune, sont en réalité d'anciennes coulées de lave datant de 3 à 3,8 milliards d'années. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que ces traces marquaient la fin définitive du volcanisme lunaire. Or, les échantillons rapportés par Chang'e 5 contenaient de minuscules perles de verre, dont 3 en particulier ont révélé un fait extraordinaire. Elles se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques il y a environ 123 millions d'années. La marge d'incertitude est remarquablement réduite, à seulement 15 millions d'années. Cette découverte revêt une importance capitale en raison de la composition et de la rareté de ces perles. Mesurant entre 20 et 400 microns, soit moins qu'un grain de sable, elles sont d'origine volcanique. Ce détail les distingue de la plupart des autres perles de verre lunaires, qui résultent généralement d'impacts météoritiques. Les chocs météoritiques produisent du verre en faisant fondre la roche lunaire sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extrême, formant ainsi de minuscules billes vitreuses dispersées à la surface. En revanche, les perles volcaniques découvertes dans l'échantillon de Chang'e 5 proviennent de l'éruption de magma depuis les profondeurs de la croûte lunaire, qui s'est solidifiée en verre en atteignant la surface. Grâce à la datation uranium-plomb, qui permet de mesurer la désintégration de l'uranium en plomb au sein des perles, les scientifiques ont pu établir leur âge avec une précision remarquable. Les résultats indiquant que la dernière manifestation volcanique connue sur la Lune s'est produite au cours des 200 derniers millions d'années, ce qui, à l'échelle de son histoire, en fait un événement relativement récent. Cette découverte corrobore également des observations antérieures, portant sur des formations de surface atypiques, appelées Irregular Mare Patches. Ces structures, constituées de monticules lisses, entourées de terrains rocailleux, ont été identifiées pour la première fois en 2014 par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Elles paraissent nettement plus jeunes que les autres reliefs lunaires et pourraient résulter d'éruptions volcaniques survenues il y a moins de 100 millions d'années. Avant l'analyse des perles de verre rapportées par Chang'e 5, ces formations constituaient l'un des indices les plus probants d'un volcanisme récent sur la Lune. Toutefois, faute de confirmation, leur origine demeurait incertaine. Désormais, ces billes viennent étayer de manière indiscutable l'existence d'une activité volcanique passée. Ces découvertes soulèvent de nouvelles interrogations sur les mécanismes internes de la Lune. Comment a-t-elle pu conserver suffisamment de chaleur pour alimenter des éruptions volcaniques? Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que la Lune s'était refroidie significativement après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, rendant tout volcanisme impossible. En l'absence d'activité tectonique et d'atmosphère, la Lune aurait dû perdre sa chaleur interne depuis longtemps. Pourtant, ces perles de verre suggèrent l'existence de sources de chaleur localisées au sein de son manteau. Les chercheurs estiment que certains éléments radioactifs, tels que le potassium et le thorium, pourraient générer des poches thermiques capables de maintenir une température suffisante pour faire fondre la roche et provoquer des éruptions volcaniques ponctuelles. Ce n'est pas tout. Au-delà de la réécriture de l'histoire lunaire, cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les phénomènes lunaires transitoires. Ces manifestations, décrites par des astronomes amateurs sous forme de lueurs évanescentes ou de brumes fugaces, n'ont encore jamais pu être confirmées par des instruments scientifiques. Certains spécialistes les considèrent simplement comme des illusions dues à l'atmosphère terrestre. Pourtant, si la Lune abrite de petites zones d'activité volcanique ou de dégazage, les phénomènes lunaires transitoires pourraient être réels. Des émissions de gaz souterraines pourraient expliquer ces mystérieuses lueurs et indiquer une activité volcanique résiduelle sur la Lune. Si une activité volcanique persiste sur la Lune, les répercussions pour les missions futures pourraient être considérables. Dans les décennies à venir, les astronautes pourraient exploiter cette chaleur pour produire de l'énergie, transformer la glace en eau, voire tempérer les bases installées sur la surface lunaire, où les températures sont extrêmes. Mais les avancées récentes en géologie planétaire ne se limitent pas à la Lune.
Des observations suggèrent que l'activité volcanique pourrait être fréquente parmi les lunes extrasolaires. La détection d'une potentielle exolune volcanique en orbite autour de l'exoplanète WASP-49b, située à environ 635 années-lumière, pourrait remettre en question notre conception des corps volcaniques. Jusqu'à présent, Io, lune de Jupiter, détenait le record d'activité volcanique, mais des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA pensent avoir identifié une nouvelle candidate. Les scientifiques ont repéré cette potentielle exolune en détectant un nuage de sodium autour de l'exoplanète. Or, la présence d'un tel nuage est inhabituelle dans les atmosphères planétaires et pourrait être le signe d'une activité volcanique. Celui observé près de WASP-49b se distingue par son comportement erratique. Il change de taille, se déplace de façon imprévisible et occupe un volume bien trop important pour s'expliquer uniquement par l'atmosphère de l'exoplanète. Tout porte à croire que cette masse gazeuse proviendrait plutôt d'une exolune volcanique en orbite. Les lunes volcaniques comme Io libèrent de grandes quantités de dioxyde de soufre, de sodium et de potassium, formant d'immenses nuages autour de leur planète hôte. Io, par exemple, émet régulièrement assez de gaz pour créer une enveloppe qui s'étend jusqu'à 1000 fois la taille de Jupiter autour de la dite planète. Si un phénomène similaire se produit à proximité de WASP-49b, cela renforcerait l'hypothèse d'une exolune active. Des observations menées à l'aide du très grand télescope de l'Observatoire européen austral au Chili semblent étayer cette théorie. Le nuage de sodium se trouve à une grande altitude élevée, bien au-dessus de l'atmosphère de l'exoplanète, et adopte un comportement incompatible avec l'orbite de 2,8 jours terrestres de WASP-49b. Ces indices suggèrent fortement qu'il provient d'un corps distinct, probablement une lune volcanique active. Par ailleurs, WASP-49b et son étoile hôte sont essentiellement composés d'hydrogène et d'hélium, rendant la présence d'un tel nuage de sodium encore plus inhabituelle. La quantité de sodium libérée, plus de 100 000 kg par seconde, trahirait la présence d'une source volcanique exceptionnellement puissante. Si l'existence de cette exolune est confirmée, ce serait la toute première découverte d'une exolune volcanique. Dans notre système solaire, Io demeure l'astre de référence pour l'étude des lunes volcaniques. Récemment, la sonde Juno de la NASA a capturé certaines des images les plus rapprochées d'Io depuis la mission Galileo, menée il y a plus de 25 ans. L'activité volcanique intense de cette lune résulte du réchauffement par effet de marée, provoqué par l'attraction gravitationnelle de Jupiter et de satellites voisins comme Europe. Ce jeu de force crée d'énormes frictions internes, libérant la chaleur qui alimente en continu les éruptions volcaniques d'Io. L'une des découvertes récentes les plus marquantes de Juno est l'apparition d'un volcan inconnu au sud de l'équateur d'Io. Ces clichés révèlent une vaste région volcanique complexe, s'étendant sur environ 180 km². Le plus surprenant, aucune trace de ce volcan n'apparaissait sur les images capturées par Galileo en 1997. Cette formation s'est développée à proximité du volcan Kanehekili, déjà répertorié. Selon les chercheurs, l'émergence de cette structure illustre l'évolution dynamique de la surface d'Io. La majorité des volcans concentrent dans sa région équatoriale, où les forces de marée exercent leur influence maximale. Les éruptions les plus violentes dégagent d'épais nuages de gaz soufré et donnent naissance à des coulées de lave. Ces phénomènes recouvrent Io de dépôts multicolores, riches en soufre. Une image prise par Junocam à environ 2500 km révèle Io sous un éclairage saisissant, illuminé par la lumière solaire réfléchie par Jupiter, offrant une vue spectaculaire de son paysage volcanique en perpétuelle mutation. Bien que ces observations fournissent de précieux détails, le volcanisme d'Io conserve de nombreux mystères. Les scientifiques s'interrogent notamment sur l'influence du réchauffement par effet de marée sur la structure interne de la Lune et sur l'éventuelle présence d'un océan de magma souterrain. Ils cherchent également à comprendre les mécanismes qui déclenchent les différents types d'éruptions, panache gazeux ou coulée de lave, et la manière dont les gaz volcaniques modèlent la surface et l'atmosphère ténue d'Io.
L'étude des lunes volcaniques, d'Io, à la potentielle exolune de WASP-49b, permet de mieux comprendre l'influence des forces de marée sur l'activité volcanique. Sur les lunes glacées comme Europe, ce phénomène maintient des océans liquides sous la surface, offrant un cadre propice à l'émergence de la vie. Sur Io, en revanche, l'absence d'océan transforme ces forces en un puissant moteur volcanique. Si des exolunes volcaniques existent réellement, comme celle qui pourrait orbiter autour de WASP-49b, leur découverte nous aidera peut-être à recenser d'autres corps volcaniques à travers la galaxie. Ne vous inquiétez pas, mais la Lune est en train de rétrécir et de se rider, un peu comme un raisin qui devient sec. Cela se produit parce que notre satellite naturel conserve sa chaleur interne depuis plus de 4 milliards d'années. Mais son noyau se refroidit progressivement et devient plus dense. Contrairement à la peau souple d'un raisin, la surface de la Lune est assez friable. Cette fragilité entraîne la formation de failles, où différentes sections de la croûte se pressent les unes contre les autres, donnant lieu à ce que les scientifiques appellent des tremblements de Lune. Jusqu'à présent, notre satellite a rétréci d'environ 45 mètres de circonférence. Ce changement est si mineur qu'il n'affecte ni l'apparence des éclipses ni les phases de la Lune. Les cycles de marée ne seront pas non plus affectés, car la masse de la Lune n'a pas réellement changé. Ce processus de rétrécissement ne nous affectera pas directement ici sur Terre, mais cela ne signifie pas que tout le monde est en sécurité pour autant. Les tremblements de Lune causés par ce processus de rétrécissement préoccupent les chercheurs depuis des années. Au cours des célèbres missions Apollo, les astronautes de la NASA ont laissé des sismomètres à différents points de la Lune. Ces appareils étaient capables de détecter l'activité sismique de la surface lunaire avec une précision exceptionnelle. L'équipement a fonctionné pendant plusieurs années et est parvenu à enregistrer plus de 12 000 séismes lunaires avec des magnitudes allant de 2 à 5. Jusqu'en 1977, l'équipe a pu identifier 4 types distincts de tremblements. Certains, comme ceux causés par des impacts de météorites, étaient relativement faciles à isoler. Toutefois, la cause des séismes lunaires superficiels demeure un mystère pour les scientifiques, ce qui pourrait être obstacle pour les futures missions sur le sol lunaire. Comme leur nom l'indique, les séismes superficiels se produisent relativement près de la surface, le plus souvent de 50 à 220 km sous la croûte. Des recherches récentes suggèrent que ces tremblements seraient déclenchés par la compression de la surface lunaire, conduisant à la formation de failles de chevauchement, où une couche de surface se trouve poussée vers le haut et par-dessus une autre. Cette étude a également identifié les épicentres des plus puissants séismes. Tout a commencé dans la région du pôle Sud, précisément là où nous souhaitons nous installer. Notre intérêt pour le pôle Sud de la Lune a atteint son apogée en 2023, lorsque la mission Chandrayaan-3 de l'Inde a réussi à y atterrir et à déployer un rover pour explorer la région. La NASA prévoit également des missions dans cette zone, avec l'objectif ambitieux d'y envoyer des astronautes pour la première fois. La mission Artemis 3, prévue pour 2026, a identifié 13 sites d'alunissage potentiels au pôle Sud, représentés ici par des carrés bleus. L'une des options se trouve à l'intérieur d'une formation géologique appelée cratère de Gerlach, une zone stratégique pour l'exploration. Cette région pourrait receler de la glace, car certaines parties restent en permanence dans l'obscurité, tout en étant suffisamment proches des zones ensoleillées, essentielles pour collecter l'énergie solaire. Les pointes roses sur cette carte indiquent ces épicentres potentiels des séismes lunaires les plus puissants enregistrés par la mission Apollo. Cela suggère que les failles de chevauchement dans cette zone pourraient être relativement récentes et actives, présentant un danger réel pour l'équipage d'Artemis 3. Les astronautes de cette mission séjourneront en orbite lunaire pendant 30 jours et 2 membres descendront à la surface pour environ 1 semaine au pôle Sud. Leurs sorties seront particulièrement ardues, en raison des températures extrêmes dans ces régions perpétuellement obscurcies. La présence de séismes lunaires et de glissements de terrain potentiels ajoute encore plus de risques à cette mission, car ces phénomènes sont bien plus effrayants que nos tremblements terrestres. Le séisme lunaire le plus puissant jamais enregistré avait une magnitude de 5,7. Cela pourrait sembler insignifiant par rapport à des séismes similaires enregistrés en 2023 dans des pays comme le Chili, la Colombie ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui n'ont pas causé de dégâts majeurs.
Mais la situation est différente sur la Lune. La gravité y étant bien plus faible que sur Terre, un léger tremblement peut avoir des effets beaucoup plus marquants, car vous n'êtes pas aussi solidement ancré à la surface lunaire qu'à celle de la Terre. Les ondes sismiques peuvent donc provoquer des mouvements plus importants de la surface. De plus, la durée des séismes lunaires est beaucoup plus étendue. Nos tremblements de terre durent généralement entre 10 et 30 secondes, certains atteignant parfois 2 minutes. En revanche, un séisme lunaire peut durer bien plus longtemps. La Lune, étant une sphère solide, rigide et sèche, résonne puissamment lorsqu'elle est secouée, sans aucun moyen naturel de dissiper cette énergie. Les séismes lunaires peuvent ainsi durer jusqu'à 10 minutes ou plus, avec de petites secousses qui persistent pendant des heures. Ces nouvelles découvertes concernant les tremblements de Lune superficielle ne modifieront pas réellement les sites d'alunissage potentiels d'Artemis 3, ni la durée de la mission. La raison en est que déterminer précisément la fréquence des tremblements dans une région spécifique est une tâche extrêmement complexe. Les scientifiques savent que ces tremblements peu profonds sont rares et présentent un faible risque pour les missions de courte durée à la surface lunaire. Cependant, la situation change considérablement lorsqu'on envisage une habitation à long terme sur la Lune, ce qui pourrait se produire plus tôt que nous ne le pensions. La mission Artemis 3 représente une étape cruciale vers la colonisation de l'espace. La Chine, de son côté, prévoit d'établir une base lunaire permanente au pôle Sud d'ici 2040. Leur stratégie prévoit l'utilisation de l'impression 3D et la fabrication de briques à partir du sol lunaire en vue d'ériger cette base. C'est une perspective fascinante. Mais la mise en place d'une telle infrastructure comporte de nombreux défis, notamment la gestion des radiations cosmiques intenses, le manque d'eau et bien entendu, les tremblements de lune de longue durée. Au fil de milliards d'années, la surface de la Lune a été bombardée par des astéroïdes et des comètes, provoquant le détachement constant de morceaux et de débris. Par conséquent, le matériau de surface est relativement meuble et peu compacté. Lorsque des secousses se produisent, les pentes dans ces zones peuvent être sujettes à des glissements de terrain ou à l'ouverture de nouvelles failles. Les futures colonies situées trop près de ces pentes instables pourraient mettre en péril leurs habitants. La poussière lunaire ajoute une autre complication, car sans érosion ni eau pour la lisser, elle peut devenir aussi dure que le verre. Pour mieux comprendre l'impact et les risques des tremblements de Lune sur les futurs habitants, les agences spatiales doivent cartographier et collecter de nouvelles données sismiques, non seulement au pôle Sud, mais sur l'ensemble de notre satellite. En 2025, la mission de suite sismique de la face cachée, ou FSS, prévoit de déployer 2 des sismomètres les plus précis jamais construits dans le cratère Schrödinger, situé sur la face cachée de la Lune. Étudier ce qui se passe sur ce sol est crucial pour comprendre la structure complexe de la Lune et sa dynamique interne. Les scientifiques tentent toujours de déterminer si l'absence d'activité sismique enregistrée sur la face cachée de la Lune est due à une incapacité des instruments actuels à la détecter ou à une interférence provenant de matériaux en fusion dans le manteau. Une fois cette question élucidée, il sera plus facile de comprendre les tremblements superficiels de la Lune et d'évaluer leurs implications pour les futures colonies installées sur notre satellite naturel. Vous avez peut-être entendu dire que la Terre rétrécissait également, mais il s'agit d'un processus différent. La Lune rétrécit principalement parce que son noyau se refroidit de façon naturelle. Le noyau de la Terre se refroidit aussi, mais notre planète possède des plaques tectoniques, contrairement à la Lune. Ainsi, l'énergie du noyau terrestre fait se mouvoir ces plaques ou se libère au travers d'éruptions volcaniques. La Terre perd également de la masse à cause de la perte atmosphérique. Notre planète perd environ 45 000 tonnes de masse par an, essentiellement en raison de notre atmosphère fuyante. En effet, la gravité terrestre ne suffit pas à retenir des particules légères comme l'hydrogène et l'hélium, qui s'échappent dans l'espace. Toutefois, ces chiffres ne sont pas alarmants, étant donné que l'atmosphère de notre planète pèse plus de 5 millions de milliards de tonnes, soit un chiffre à 15 zéros. En d'autres termes, il faudrait que s'écoule de nombreuses fois l'âge actuel de l'univers pour qu'elle s'évapore complètement. Je ne sais pas vous, mais je respire plus librement tout à coup.